Si tu t'arrêtes un instant pour observer avec froideur, tu te rendras compte que ton corps ne ment jamais. L'image que tu projettes, la façon dont tu occupes l'espace, la manière dont ton visage et tes gestes réagissent à la vie quotidienne, tout cela est une déclaration silencieuse de tes décisions quotidiennes. Ce n'est pas une question de génétique ni de chance. Ce que les autres voient est l'effet accumulé de ce que tu répètes. Tolère et laisse passer devant le miroir, et loin de lui. L'usure ne vient pas d'un coup, mais des habitudes automatiques, des petites négligences et des excuses qui deviennent routine jusqu'à ce que la présence s'éteigne et que la vitalité se fasse sentir absente. La plupart vivent ainsi, traînant leur corps comme si la fatigue était un mérite, justifiant le désordre comme s'il était inévitable. Mais, si tu as le courage de te regarder avec honnêteté, tu te rendras compte que la discipline se reflète avant les mots, que l'autocontrôle se remarque dans le regard, que la tempérance se lit dans la posture et que la négligence finit toujours par coûter cher. Le respect de soi se construit dans l'invisible, dans la somme de choix minimes qui semblent ne pas importer jusqu'à ce qu'ils changent tout. Personne ne viendra te sauver de tes propres habitudes. Si tu veux que le monde te perçoive différemment, tu devras commencer par cesser de vivre en automatique. Le corps est le journal de tes habitudes. Le changement n'attend pas, il ne demande pas non plus la permission. Observe vos habitudes sans excuse. La vérité est celle-ci. Vos habitudes vous trahissent et vous ne vous en rendez même pas compte. Peu importe ce que vous dites, ni les justifications que vous inventez pour vous sentir à l'aise. Si vos coutumes sont médiocres, votre présence sera médiocre, et c'est tout. Vous pouvez parler de potentiel, de bonnes intentions, mais la réalité s'impose chaque fois que vous marchez voûté, lorsque votre regard fuyant révèle de la fatigue et du désintérêt, lorsque votre corps transmet l'abandon bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Voici la preuve, claire et brutale, de ce que vous êtes vraiment, pas de ce que vous prétendez être. Observez ce que vous faites chaque matin, chaque soir, chaque fois que vous vous laissez porter par le pilote automatique. Il ne s'agit pas de vous diaboliser, mais de voir sans filtre. Combien de fois avez-vous laissé passer le temps devant un écran? Avez-vous reporté les soins de base pour vous-même? Vous êtes-vous réfugié dans la plainte ou dans l'excuse facile? Chacun de ces actes est une décision, et la somme de ces décisions est votre présence, votre visage, votre posture, votre énergie. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous êtes le résultat de vos choix répétés. Cela vous dérange de l'entendre parce que personne ne veut admettre qu'il entraîne la faiblesse tous les jours, mais c'est le prix de l'honnêteté. Si vous n'avez pas le courage de regarder vos habitudes en face, alors vous n'avez pas le droit de vous plaindre de la façon dont les autres vous perçoivent. N'attendez pas de respect ni d'admiration lorsque vous ne montrez même pas de respect pour votre corps, votre repos, votre alimentation, votre attitude. Assez de glorifier la fatigue, de justifier le mauvais traitement silencieux que vous vous infligez avec chaque nuit mal dormie, avec chaque repas choisi par anxiété, avec chaque minute offerte au bruit superficiel des réseaux. Si vous voulez vraiment transformer votre présence, cessez de chercher des explications externes et commencez à enregistrer chaque acte quotidien sans anesthésie et sans embellissement. Le premier pas n'est pas de tout changer d'un coup, c'est de regarder avec brutalité, sans filtre, ce qui se passe déjà. Il ne s'agit pas de vous obséder avec la perfection ni de vous punir pour chaque chute. Il s'agit de cesser de vous mentir. Ce que vous niez vous domine, ce que vous observez, vous pouvez le transformer. La discipline n'est pas un don, c'est un muscle. Elle se renforce en regardant la réalité en face, sans faux-semblants, sans histoire. Le véritable changement commence au moment où vous êtes capable de vous reconnaître dans vos habitudes, sans excuses, sans raccourcis mentaux. Si vous refusez d'observer, vous répétez la dette encore et encore jusqu'à ce que votre présence devienne un fardeau pour vous et pour les autres. La transformation commence dans l'acte brutal de vous observer, sans justification, sans applaudissement. Personne ne va vous sauver de vos propres routines. Soit vous prenez le contrôle, soit vous continuez à payer le prix de l'inconscience. Ce que vous faites en privé se remarque en public. C'est la loi. 2. Ton corps révèle ce que tu répètes. Tu te lèves et ressens le poids sur les épaules, les paupières encore lourdes, le dos courbé sans même t'en rendre compte. Tu vas directement au téléphone, vérifiant les messages avec un pouls tendu. Et ta respiration n'est qu'un soupir superficiel.
Tu te regardes du coin de l'œil dans le reflet de l'écran éteint et le geste est le même qu'hier. Fatigué, distrait, presque absent. Ce petit rituel, si automatique, est la trace de ce que tu répètes chaque jour. Ce n'est pas seulement une posture physique, c'est la manifestation externe de ce que tu portes à l'intérieur, de la somme de tes choix et de tes renoncements. Le corps ne ment pas, il enregistre avec une précision chirurgicale chaque nuit mal dormie, chaque repas qui ne cherche qu'à à combler des vides, chaque pensée que tu choisis de laisser sans réponse. La tension dans la mâchoire lorsque tu tais ce qui te dérange, la rigidité des épaules chaque fois que tu fais le fort, le regard qui évite trop parce que tu crains de voir ce qu'il y a derrière. Le corps est l'archive de tes répétitions. Tu ne peux pas séparer ce que tu fais de ce que tu es. Il y a une inertie derrière les gestes quotidiens, une résistance subtile qui s'installe dans la façon dont tu marches, dans la manière dont tu t'assois, dans cet élan de vérifier ton téléphone pour ne pas rester seul avec tes pensées. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. La lassitude de ne pas te mettre de limites, de dire oui quand tu veux dire non, de céder du terrain à la paresse, à la plainte, au récit de victime. Le corps absorbe tout et finit par communiquer ta vérité aux autres avant même que tu prononces un mot. Si tu insistes pour alimenter des habitudes qui te drainent, le reflet sera inévitable. Tu te verras et te sentiras de plus en plus petit, plus terne, plus éloigné de ton propre respect. Le véritable conflit est interne. Ce n'est pas ta génétique, ni l'âge, ni les vêtements, ni le contexte. C'est la somme de tes répétitions silencieuses, celles qui te volent de la vitalité sans que tu ne t'en rendes compte. Certains attendent un changement dramatique, une révélation, mais la réalité est beaucoup plus simple. Chaque fois que tu répètes une habitude médiocre, tu entraînes ton corps à la résignation. Et chaque fois que tu choisis, ne serait-ce qu'une seule fois par jour, de redresser le dos, de regarder droit devant, de respirer profondément et d'agir en pleine conscience, tu inities une fracture dans ce cycle. Le corps apprend vite, tant la faiblesse que la force. Ton corps révèle ce que tu répètes, et les autres le perçoivent même avant toi. Si tu veux changer la perception, commence par changer la répétition. Il n'y a pas de raccourci, juste la constance de ce qui est simple. Ce que tu répètes te définit. 3. Corrige ta posture, change ton message. Je te confie quelque chose d'inconfortable. Parfois, même quand je sais que je devrais être droit, conscient de ma présence, je me recroqueville à nouveau comme si, au fond, je voulais me cacher du monde. Ce n'est pas de la paresse physique. C'est une sorte de réflexe accumulé, comme si le corps apprenait à se protéger en baissant la garde, envoyant le mauvais message à tous, même à moi-même. La posture n'est pas seulement l'endroit où repose ta colonne, c'est le résultat final de milliers de petites décisions mentales que tu as laissées s'automatiser. Le véritable problème apparaît lorsque tu ne reconnais pas cet automatisme comme un choix, mais comme un fait inévitable de ta personnalité, comme s'il était hors de ton contrôle. Lorsque tu marches avec les épaules affaissées ou le regard baissé, ton corps communique avant toi le message de reddition, d'épuisement, que ta vie intérieure cède du terrain face au monde extérieur. Et même si tu t'efforces de parler avec assurance, même si tu prépares des discours ou essayes de convaincre, ta présence physique a déjà rendu le verdict bien avant. L'autoperception devient prophétie et les autres ne font que la confirmer. Changer la posture peut sembler une recommandation superficielle jusqu'à ce que tu comprennes à quel point cela affecte la perception que tu as de toi et celle que les autres reçoivent. Il ne s'agit pas seulement de santé physique ou de mieux paraître sur les photos. C'est une question de message, d'autorité interne, de respect de soi. Le corps est un canal de communication qui ne ment pas. Chaque fois que tu corriges ta posture, tu n'ajustes pas seulement des muscles, tu ajustes le message que tu envoies à ton environnement et à ton cerveau. Redresser le dos, détendre la mâchoire, ouvrir la poitrine, relever le regard. Ces gestes simples, répétés avec intention, désactivent peu à peu la narration silencieuse de la défaite. L'esprit associe la posture à l'état émotionnel et vice-versa. Si le corps se plie, l'esprit se rend. Si le corps s'affirme, l'esprit s'active.
Chaque ajustement conscient est une fracture dans l'automatisme de la résignation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et un entraînement mental. N'attends pas de te sentir sûr de toi pour corriger ta posture. C'est l'acte de la corriger qui entraîne la sécurité. Le respect commence par le corps que tu habites. Si tu choisis de laisser l'inertie décider de ta posture, ton message sera toujours celui de la faiblesse apprise. Mais si tu décides d'intervenir, même si cela te met mal à l'aise au début ou semble artificiel, tu commences à réécrire le scénario interne que tu as répété pendant des années. Le contrôle commence par ce qui semble le plus simple, la façon dont tu habites ton corps. Tu ne peux pas contrôler l'opinion de quiconque, mais tu peux contrôler le message que tu délivres avant de parler. La présence est message. Le corps crie ce que la bouche tait. 4. Respire profondément avant de réagir. Pense à un ressort comprimé à son maximum, tendu sous la surface et prêt à sauter. Ainsi, bien souvent, tu traverses la vie. Les épaules légèrement raides, les doigts serrant le téléphone, la mâchoire fermée jusqu'à laisser une marque. À l'extérieur, à peine un geste. À l'intérieur, l'accumulation de 1000 petites tensions que personne ne voit, mais que le corps enregistre et transmet comme un langage secret. Il suffit d'un mot, d'un commentaire déplacé, d'un message inattendu, et tout ce ressort interne se libère dans une réaction automatique. C'est le moment où tu cesses d'être présent et deviens simplement une réponse. Un reflet conditionné par la fatigue, l'anxiété ou les comptes émotionnels non réglés. L'air devient court, la respiration se contracte dans la poitrine et le pouls s'accélère sans que tu ne t'en rendes compte. À cet instant, le contrôle n'est plus à toi. Il appartient à l'habitude, à la réaction apprise, à cette dette nerveuse que tu ne payes jamais et qui se réclame toujours sous forme de mots que tu regrettes ensuite, de gestes brusques ou de silences chargés de ressentiment. Mais tout change dans le bref espace entre le stimulus et la réaction. Cette marge, bien qu'elle semble minime, est le seul terrain véritablement à toi. Ce que tu fais là détermine si tu deviens esclave de tes impulsions ou maître de ta présence. Respirer profondément avant de réagir n'est pas seulement une recommandation de manuel de développement personnel, c'est une fracture réelle dans le mécanisme de l'impulsivité. C'est l'acte, simple et concret, de reprendre le contrôle sur toi-même quand tout pousse à le perdre. Sens comment l'air entre par le nez, descend, remplit l'abdomen, se dilate dans la poitrine. Sens comment, en expirant, tu desserres le poing, relâches le cou, déverrouilles la mâchoire. Le monde peut être en feu autour de toi, mais ta respiration est l'encre qui te ramène au présent. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux décider comment répondre. Cette pause est un pouvoir. L'autocontrôle commence au diaphragme. Dans la pratique, tu le remarqueras dans les petites choses. Le courriel agressif auquel tu ne réponds pas immédiatement, la discussion familiale où tu choisis de contenir ta voix, le commentaire blessant que tu ne renvoies pas avec un autre du même acabit. Chaque fois que tu respires avant d'agir, le ressort perd de sa force, la réaction automatique s'affaiblit et ta présence se renforce. C'est là que se cultive la véritable tempérance, dans la maîtrise de ses propres réponses. Une respiration peut changer le cours d'une journée. Celui qui contrôle sa réaction contrôle son destin. La pause, bien que brève, est la différence entre ajouter de la tension ou libérer de l'espace pour une décision consciente. Personne ne remarque l'effort de l'extérieur, mais ton corps le remercie et ton environnement le perçoit. Le respect de soi se construit dans ces secondes d'oxygène et de silence. Respire profondément avant de réagir. C'est là que commence le véritable contrôle. 5. Choisis bien ce que tu consommes au quotidien. Tout ce que tu consommes te façonne, même si tu refuses de l'admettre. Tu n'es pas aussi fort que tu le crois si tu passes la journée à nourrir ta tête et ton corps avec des déchets, espérant que la discipline et la clarté fleurissent de nulle part. Chaque gorgée, chaque bouchée, chaque minute d'attention que tu offres à l'écran est un investissement direct dans ton avenir ou dans ta misère. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu te construis, soit tu te détruis, décision après décision, choix après choix.
Arrête de te mentir en pensant que ces petits excès, ces séries interminables, cette nourriture choisie sur un coup de tête, cette information chargée de colère, ne laisse pas de traces. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu manges et ce que tu crois. Il absorbe tout et le transforme en matière première pour ton humeur, ton énergie, ton apparence et ton attitude. Si l'alimentation principale de tes journées est le drame des autres, la plainte numérique, le sucre facile, la comparaison toxique et l'information poubelle, ne t'attends pas à avoir de la lucidité ni de la force pour affronter ce qui compte. Voilà le piège. Tu veux des résultats différents, mais tu répètes un régime émotionnel et physique qui te rend juste plus faible. Ce que tu consommes en silence est ce qui t'affecte le plus. L'auto-tromperie préférée est de croire que tu peux compenser plus tard, qu'un week-end de désintoxication efface des semaines d'excès et de négligence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps et l'esprit sont comme un compte bancaire. Ils retirent et retirent jusqu'à ce que le découvert arrive. Et quand il faut payer, la facture est lourde. Fatigue, irritabilité, peau terne, regard perdu, énergie qui s'évapore avant midi. Si tu n'as pas la volonté de filtrer ce qui entre dans ton organisme et ta tête, ne te plains pas si ton reflet est une version médiocre de toi-même. La véritable discipline ne commence pas à la salle de sport ni dans la méditation, mais dans la brutalité de l'honnêteté en reconnaissant ce que tu laisses entrer dans ta vie et pourquoi. Chaque impulsion que tu suis sans questionner t'entraîne vers la faiblesse. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu cèdes du terrain. Il ne s'agit pas de devenir obsédé, il s'agit de respect de soi. Personne ne va choisir à ta place. Personne ne va nettoyer le désordre intérieur que tu génères chaque jour. Si tu veux vraiment de la présence, de l'énergie et de la clarté, tu dois être implacable avec ce que tu consommes. Information, nourriture, images, conversation. Ce que tu laisses entrer définit ce que tu projettes. Ton filtre est ta frontière. Si tu ne le renforces pas, tout ce qui est extérieur t'envahit et te transforme en un reflet du pire de l'environnement. Choisis bien ou sois dévoré par ce que tu choisis mal. Ta présence commence par ce que tu permets de te nourrir. C'est la loi. 6. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Personne qui néglige son sommeil ne peut feindre la présence ni l'autorité. C'est la vérité inconfortable. Tu peux tromper les autres un moment, mais ton corps finira par trahir la dette que tu accumules nuit après nuit de repos superficiel. Il n'y a pas de volonté qui puisse compenser l'épuisement d'un esprit fatigué ni d'un corps privé de réparation. La fatigue chronique ne se remarque pas seulement dans tes cernes ou dans la lourdeur de tes paupières, mais aussi dans l'irritabilité avec laquelle tu réponds, dans la dispersion qui trahit tes mots, dans l'absence d'éclat dans ton regard. Le sommeil est la base sur laquelle tout le reste se construit. Quand tu l'utilises comme monnaie d'échange, tu le payes avec ta clarté, ton énergie et ta capacité à tenir la parole que tu engages chaque jour. Beaucoup de gens croient que dormir peu est un insigne de force, comme si sacrifier le repos était une preuve d'engagement ou d'ambition. C'est un mensonge dangereux qui n'entraîne que la médiocrité. Celui qui ne respecte pas ses heures de sommeil finit par vivre dans un état de dette permanente. Tout coûte plus cher, tout irrite davantage, tout semble être une montée. L'esprit fatigué cherche des raccourcis, tombe plus facilement dans la plainte et l'auto-tromperie, perd la tempérance qui distingue celui qui gouverne sur lui-même. Quand tu ne prends pas soin de ton repos, ton caractère en souffre. L'autocontrôle s'affaiblit, la patience devient fragile et la capacité de bien choisir s'évapore. Ce n'est pas une question de dormir juste ce qu'il faut, c'est une question d'honorer le seul espace où le corps et l'esprit peuvent redémarrer et se recomposer pour affronter la journée avec dignité. Le sommeil est un acte de respect de soi, aussi sérieux que de tenir la parole que tu donnes. Négliger ton repos, c'est te trahir dans l'essentiel. C'est te dire que tu peux remettre à plus tard ce qui est urgent maintenant. Chaque nuit que tu offres à l'insomnie volontaire, à l'écran illuminé ou à l'inquiétude sans filtre, tu accumules une dette que ton corps réclamera inévitablement. Et cette réclamation va directement à ta présence. Visage terne, énergie dispersée,
regard vide. Celui qui dort mal vit à moitié, réagit au lieu de décider, survit au lieu de diriger. Il n'y a pas de transformation possible sans une base solide de repos. Tu veux clarté, force et contrôle sur tes émotions, mais tu te refuses le droit de te reposer. Là se trouve la contradiction qui sabote tout effort de changement réel. Le respect commence dans l'invisible, dans la discipline d'éteindre le monde extérieur pour permettre au corps et à l'esprit de se réparer. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Ce que tu promets et ce que tu reposes sont la structure sur laquelle repose ton caractère. Si tu ne peux pas te soutenir dans ce qui est le plus simple, tu ne pourras pas non plus te soutenir dans ce qui est difficile. La discipline nocturne est l'entraînement secret du jour. Sans sommeil, il n'y a pas de présence. Sans présence, il n'y a pas de respect. 7. Modère ton temps devant les écrans. Tu vas à la cuisine avec le téléphone à la main, vérifiant les notifications presque par réflexe pendant que tu te sers un verre d'eau. Tu ne remarques même pas le geste. Le pouce glisse, tu ouvres un réseau, tu en fermes un autre, tu changes d'écran sans vraiment regarder. Quand tu t'en rends compte, 15 minutes se sont écoulées, debout, le regard perdu dans une succession interminable d'images et de messages qui ne t'apportent rien. L'eau est toujours là, tiède, et l'esprit est déjà saturé avant même de commencer la journée. C'est ce cycle invisible qui se répète encore et encore, de petites fuites d'attention qui, additionnées, finissent par drainer l'énergie, étourdir la pensée et brouiller la notion réelle du temps. Ce n'est pas seulement une question de loisir, c'est une érosion silencieuse de la présence, de la capacité à concentrer l'attention et à maintenir la discipline sur soi-même. L'utilisation excessive des écrans altère non seulement ton repos, mais déforme aussi la perception que tu as de toi, des autres et de la valeur même du quotidien. Il y a un mécanisme clair derrière cette compulsion à vérifier le téléphone. L'esprit recherche la gratification instantanée, la distraction facile et l'évasion face à tout léger inconfort ou ennui. Ainsi, tu entraînes sans le vouloir l'incapacité de tolérer le vide, d'être avec toi-même, de faire face à l'inconfort naturel de la vie sans un filtre numérique entre les deux. La conséquence est directe. Une moindre capacité de concentration, moins de tolérance à la frustration et une présence de plus en plus fragmentée. Quand tu ne peux pas rester 5 minutes sans vérifier l'écran, ton attention est hypothéquée et ton autocontrôle s'affaiblit. Chaque minute devant l'écran est une décision qui t'éloigne de la réalité palpable et entraîne ton esprit à la dispersion. Ce qui semble être un repos est, la plupart du temps, un entraînement à l'anxiété. Si tu te réveilles et que la première chose que tu cherches est le téléphone, si tu manges avec l'appareil à côté, si tu ne peux pas regarder une série sans vérifier des messages toutes les 10 minutes, alors tu es en train de cultiver une incapacité réelle à habiter le présent. Et cela transcende le numérique. La posture voûtée, les yeux fatigués, l'expression absente, sont la trace physique d'une habitude qui te vole ta vitalité. Personne ne respecte celui qui ne peut pas maintenir sa propre attention. La présence s'affaiblit lorsque le regard se perd dans l'écran. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de lui mettre des limites claires. Le contrôle ne réside pas dans le rejet du progrès, mais dans la décision de quand et comment tu t'exposes. Modère le temps, établis des fenêtres spécifiques et éteins les notifications qui n'entraînent que l'urgence et l'anxiété. Récupère l'espace mental qui t'appartient et utilise-le pour renforcer la présence. Être ici, maintenant, avec ceux qui sont devant toi ou avec toi-même, sans le besoin constant de stimulation externe. L'attention est la monnaie avec laquelle tu payes ta propre présence. Si tu la donnes sans filtre, tu perds le respect de soi et le contrôle sur ton énergie. Personne ne peut le faire à ta place. Ce que tu donnes à l'écran, tu le retires de ton caractère. Entraîne ton attention, récupère ton temps. La véritable maîtrise commence au doigt qui décide de ne pas glisser. 8. Maîtrisez vos gestes, maîtrisez votre présence. Parfois, je me retrouve dans des situations absurdes. Je me surprends à bouger mes mains avec nervosité au milieu d'une conversation, à toucher ma montre, à jouer avec mes clés, à croiser et décroiser les bras, comme si je cherchais une armure invisible. Ce qui est inconfortable, c'est de réaliser,
dans ce microseconde de lucidité que ces gestes ne sont pas le fruit du hasard, ils sont la trace physique d'une tension que je ne sais pas nommer, une anxiété muette qui s'infiltre par les doigts, les épaules, le regard. Personne ne me le dit à voix haute, mais je sens comment l'énergie dans la salle change, comment l'interlocuteur s'éloigne à peine, peut-être sans savoir pourquoi. Le corps ne négocie pas. Ce que vous ne traitez pas, il le traduit en petites fuites, en tics, en rigidité, en une présence qui semble se rétracter ou devenir agressive selon la charge interne. Assis devant une table, les doigts tambourinent sans permission, la jambe bouge toute seule, la mâchoire travaille en silence et l'expression faciale révèle plus de fatigue ou d'impatience que je ne voudrais montrer. C'est un langage que personne n'enseigne, mais que tout le monde comprend. Le respect se perd avant même d'ouvrir la bouche lorsque vos gestes sont ceux de quelqu'un qui ne se contrôle pas. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas maîtriser votre présence si vos gestes vous trahissent à chaque instant. Le corps enregistre et reproduit tout. L'irritation non résolue se glisse dans un froncement de sourcils. L'insécurité se cache dans la manie de se toucher le visage. Le besoin d'approbation se remarque dans le sourire forcé ou dans le regard qui cherche insistant la réaction de l'autre. Chaque mouvement compte, même ceux qui semblent insignifiants. Lorsque vous entrez dans un lieu et que vos épaules s'avancent, lorsque vous parlez et que vos mains s'agitent sans direction, lorsque vous changez le poids d'un pied à l'autre, comme si vous vouliez fuir, tout le monde le perçoit. Personne n'a confiance en celui qui ne peut pas garder son corps calme. L'agitation physique est lue comme une faiblesse, comme un manque de contrôle, comme une fracture dans le caractère. La discipline se remarque dans le calme, dans la pose consciente, dans le geste intentionnel qui ne cherche pas d'approbation ni ne cache d'insécurité. La maîtrise commence dans le minimal, une respiration profonde, les épaules détendues, les mains posées calmement, le regard qui se maintient sans trembler. Vous n'avez pas besoin d'une formation en théâtre ni d'étudier le langage corporel pour comprendre cela. Il suffit d'observer ceux que vous respectez. Ils ont tendance à bouger peu, mais chaque geste est sûr, délibéré, transmet une présence. L'autocontrôle s'entraîne dans la répétition de ces petits détails. Choisir de ne pas se gratter la tête à chaque silence, maintenir le dos droit même lorsque l'esprit se distrait, soutenir le regard en parlant et en écoutant. Le corps apprend autant l'agitation que la fermeté, ce que vous répétez vous définit. Là où il y a contrôle des gestes, il y a autorité interne. Votre énergie cesse de se disperser et commence à graviter, à créer un espace de respect silencieux. Ainsi se construit la véritable présence. Geste après geste, jour après jour, jusqu'à ce que le corps ne trahisse plus le message. Contrôlez vos gestes et vous dominerez votre présence. Personne ne respecte celui qui ne sait pas se tenir lui-même. 9. Parle moins, transmet plus par des actes. Une machine rouillée n'a pas besoin d'annoncer sa détérioration. Chaque grincement, chaque retard, chaque réponse lente est déjà une confession. C'est ainsi que tu fonctionnes lorsque tu parles plus que tu n'agis, lorsque tu répètes des promesses et des théories, tandis que tes actes restent bloqués dans l'inertie. Le monde ne bouge pas à cause de tes mots, il bouge à cause de l'évidence brutale de ta conduite. Peu importe combien de fois tu expliques tes intentions, ni combien de plans tu déclares à haute voix. Ce que tu laisses réellement dans l'air, c'est la trace de tes décisions concrètes. Parler beaucoup est le mécanisme favori de celui qui craint de s'exposer vraiment. L'averbiage est la carapace de celui qui n'ose pas mettre son corps en jeu. À quoi sert l'éloquence si ce que tu offres est vide? Les gens sentent l'incohérence avant même que tu termines ta phrase. Il n'y a pas de respect pour celui qui vit à justifier son manque d'action, seulement de la patience épuisée et une distance croissante. Si tu veux une présence réelle, tais-toi avant d'expliquer ce que tu feras et mets-toi à le faire. Ton corps, tes horaires, tes gestes et ton énergie quotidienne sont le seul discours qui compte. Chaque minute que tu passes à te convaincre ou à convaincre les autres est une minute volée à la transformation. La discipline ne se prêche pas, elle se démontre.
Le respect de soi non plus ne se déclare pas. Il se construit dans chaque acte accompli en silence, dans chaque limite, que tu maintiens même si personne ne l'applaudit. Celui qui a besoin d'expliquer trop ce qu'il fait, c'est parce qu'au fond, il sait qu'il ne fait rien de pertinent. L'autorité se reconnaît dans la simplicité de celui qui agit et laisse les résultats parler. Ceux qui impactent vraiment ne perdent pas de temps à raconter, ni n'ornent chaque effort minime de mots grandiloquents. Ils se déplacent, ajustent, corrigeant et avancent, sans chercher des regards d'approbation. Le piège est dans l'auto-justification. Lorsque tu te surprends à parler plus que nécessaire, examine avec une brutalité honnête si tu compenses l'absence de fait. Le corps trahit le charlatan. Les épaules se haussent, le regard cherche de l'attention, le ton monte et descend en essayant de couvrir le vide de fond. Ne te trompe pas, personne ne se souvient des discours. Ils se souviennent de l'effet que ta conduite laisse sur l'environnement. La cohérence est le muscle le plus difficile à entraîner, car elle ne se construit que dans la répétition silencieuse des actes. Moins de mots, plus d'exemples. C'est la ligne de démarcation entre la médiocrité et le respect. Si tu veux laisser une empreinte, arrête de parler autant et fais ce que tu dois faire sans l'annoncer. Les mots sont superflus lorsque les faits pèsent. La présence est une action soutenue, pas un discours interminable. Ce que tu fais sans dire est ce qui transforme réellement ta vie et celle de ceux qui t'entourent. 10. Fais de la constance ton identité. Ce que tu répètes chaque jour finit par être ton vrai nom. Il n'y a pas de raccourci. La constance n'est pas une qualité optionnelle, c'est la structure invisible qui soutient ce que tu es, même quand personne ne regarde. À l'intérieur, tu sais que chaque petite décision s'accumule, que ce que tu choisis de tolérer une fois sera plus facile à justifier demain, et que chaque renoncement à l'important t'entraîne vers l'abandon déguisé en confort. Le problème, c'est que l'esprit cherche toujours des excuses. Il te dit qu'aujourd'hui est l'exception, que demain tu vas vraiment commencer, que ce n'est pas grave si tu relâches un peu. Ce dialogue interne, si séduisant et raisonnable, est le piège le plus ancien. Le mécanisme est subtil. Chaque fois que tu te permets un écart en sachant que cela va à l'encontre de ce que tu veux construire, ta confiance en toi s'érode, comme une petite dette qui semble insignifiante mais s'accumule jusqu'à devenir impayable. Derrière cette résistance à la constance se cache une croyance invisible, que l'effort soutenu est seulement pour ceux qui sont nés disciplinés et que tu manques de quelque chose d'essentiel. C'est un mensonge. Ce n'est pas un trait génétique, ni un privilège réservé à quelques-uns, c'est une pratique qui se cultive. Et au début, oui, ça fait mal. Parce que défier l'impulsion de renoncer exige de regarder en face tout ce que tu as permis de s'installer en mode automatique. L'inconfort est le prix à payer. Quand tu fais face à cette fatigue mentale qui te murmure d'arrêter, quand le corps demande le vieux refuge de l'évasion, c'est là que se joue ton identité. La constance n'est pas épique. C'est la somme de petites répétitions inconfortables, de choisir encore et encore ce que tu sais te construit même si personne ne l'applaudit. Le respect de soi se forge dans ces heures grises, où personne ne fait d'applaudissements, où il ne reste que ta parole et ta capacité à la maintenir. La réalité est que ce que tu fais par routine se transforme en la base de ta perception de toi-même. Si tu entraînes la constance, même dans les plus petites choses, la façon dont tu te lèves, la manière dont tu prends soin de ton corps, la limite que tu mets à ton temps, l'esprit commence à te croire. Chaque acte accompli est un investissement. Il ajoute du respect, renforce ton caractère, te donne une structure interne qui ne dépend ni de l'approbation ni de l'état d'esprit du jour. La discipline ne semble pas glorieuse, elle semble rude au début, mais avec le temps, elle devient un refuge, une source d'énergie qui n'a pas besoin de témoins. Celui qui répète renforce, celui qui improvise se perd. Fais de la constance ton identité et le monde cessera de te percevoir comme une coïncidence. Tu n'es pas ce que tu fais parfois, tu es ce que tu répètes sans abandonner. Ta parole n'a de valeur que si tu es capable de la maintenir quand personne ne te regarde. C'est la différence entre le respect et l'autocompassion. La constance n'est pas pour impressionner, c'est pour ne pas te trahir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ce n'est pas le monde qui te provoque, c'est toi qui décides de perdre le contrôle. Peu de vérités font plus mal que celle-ci, mais l'accepter est le premier pas vers la liberté. Nous vivons entourés de personnes qui crient, de situations qui explosent les limites de la patience et de petites injustices qui semblent conçues pour toucher ton orgueil. Et là, juste à cet instant où quelque chose en toi veut éclater, c'est là que se mesure ton véritable pouvoir. La plupart se laissent entraîner par des impulsions, justifiant leur colère par des excuses extérieures. Mais la réalité est brutale. Personne ne peut t'obliger à réagir. La colère, cette vieille compagne, est un mécanisme qui s'active lorsque tu remets le contrôle à ce qui se passe en dehors de toi. Les stoïciens le savaient bien. La maîtrise de soi est plus difficile et précieuse que n'importe quelle victoire sur les autres. Contrôler ta réaction n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force froide et entraînée. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions jusqu'à te briser, mais de reconnaître que ton interprétation et ta réponse sont la seule chose qui t'appartient vraiment. Le monde aura toujours des raisons de te provoquer, mais tu n'as pas à payer le prix de te laisser emporter. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une discipline quotidienne. Tu veux une vraie liberté ? Apprends à ne pas être esclave de ta propre réactivité, car celui qui ne maîtrise pas sa colère paie une dette intérieure chaque jour. 1. Choisis ta réaction, pas ton impulsion. La réalité est brutale. Personne ne t'oblige à exploser. Personne n'a la télécommande de ton esprit, même si tu veux te convaincre du contraire. On t'a vendu l'idée que réagir avec colère est automatique, que sauter à chaque provocation est inévitable, que c'est comme ça que tu es, ou c'est comme ça qu'on t'a fait. Mais c'est la solution facile, l'excuse de celui qui préfère vivre sans assumer le coût de ses propres décisions internes. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, ni de déguiser la colère avec de faux sourires. Il s'agit de regarder en face le fait inconfortable. Ton impulsion n'est qu'une suggestion, pas un ordre. Si tu réponds toujours de la même manière, si tu te justifies en disant que tu n'as pas pu l'éviter, ce que tu fais, c'est abdiquer ton pouvoir. Remise volontaire de ta souveraineté émotionnelle, signée chaque fois que tu choisis de réagir sans réfléchir. La différence entre un être humain ordinaire et un autre qui s'entraîne au stoïcisme est que le premier vit comme s'il était une marionnette de ses impulsions, et le second sait qu'il a une fracture interne qui ne se répare qu'en prenant des décisions difficiles. La colère apparaît, bien sûr, et elle exige une réponse rapide, presque automatique. Le muscle de la réaction est atrophié par des années de justification et de répétition. Mais si tu n'es pas capable de t'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, et de te demander « est-ce vraiment ce que je veux choisir ?», alors tu vis en pilote automatique, entraîné par des mécanismes mentaux que tu ne reconnais même pas comme les tiens. Il n'y a pas de dignité à être esclave de tes émotions. La vraie liberté commence lorsque tu réalises que tu peux et que tu dois choisir ta réaction avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis tes actes les plus importants. Il y a une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Chaque fois que tu choisis de te laisser emporter par l'impulsion, tu ajoutes du poids à une dette interne. C'est un coût invisible, mais cumulatif. Plus de colère, plus de ressentiment, plus de sensation de perte de contrôle. Et ensuite, tu te demandes pourquoi la paix n'arrive jamais. Parce que tu ne l'entraînes pas. Parce que chaque jour, tu décides que le confort de l'impulsion est moins douloureux que l'exercice, inconfortable mais nécessaire, de t'arrêter et de décider. Il ne s'agit pas de te réprimer comme un robot, il s'agit d'assumer que ta réaction est un investissement émotionnel. Tu peux investir dans le désordre ou tu peux investir dans ta propre force. Personne ne le fera à ta place. Personne ne te sauvera du cycle d'explosion et de culpabilité, sauf toi-même, en choisissant différemment. Choisis de répondre, pas de réagir. Choisis le contrôle, pas l'excuse. Marc Aurèle,
Épictète, Sénèque, aucun d'eux n'était un être de glace, insensible à la provocation. Ce qu'ils ont fait, c'est s'entraîner, encore et encore, à la distance entre le stimulus et la réponse. Pas parce que c'était simple, mais parce qu'ils savaient que chaque réaction choisie leur redonnait du pouvoir sur eux-mêmes. Tu n'es pas moins humain en freinant ton impulsion. Tu es plus libre. La force ne réside pas dans le fait de crier plus fort, ni de prouver que personne ne te dépasse. La vraie force réside dans le fait de regarder ton propre impulsion et de décider que tu ne vas pas te vendre à bas prix, que ta réaction, c'est toi qui l'as choisie. La colère n'est pas inévitable, c'est une option. Et l'option de toujours céder aux premières impulsions est un signe de faiblesse déguisé en authenticité. Tu n'es pas tes émotions, tu es les décisions que tu prends face à elles. Personne ne te respectera davantage parce que tu exploses. Ils te respecteront quand ils verront que tu es capable de maintenir ton caractère, même quand tout te pousse à le perdre. La réaction immédiate est la sortie du faible. Choisis la pause, choisis la conscience, choisis la liberté. C'est la seule vraie victoire. 2. Observe avant de répondre. Tu reçois un message blessant dans le groupe de travail, un de ceux qui, en quelques secondes, semble te mettre hors de toi. Tu sens ton pouce accélérer, ta mâchoire se tendre, la réponse prête à être tirée immédiatement. Le doigt flotte sur le bouton d'envoi, et à cet instant, tout ton corps exige vengeance, exige que tu te fasses entendre, que tu ripostes. Mais si tu regardes au-delà du premier réflexe, tu trouveras quelque chose d'inconfortable. La véritable bataille ne se joue pas sur l'écran, ni dans les mots de l'autre, mais dans cet espace minuscule entre ce qui se passe et ce que tu choisis de faire ensuite. C'est là que se décide ta paix ou ta ruine. Observer avant de répondre est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de compter jusqu'à 10 pendant que la colère te déchire intérieurement, ni de réprimer la colère avec des phrases vides. C'est un exercice de brutale honnêteté, un acte de désarmement interne. Lorsque tu prends le temps de voir ta propre réaction en temps réel, tu commences à remarquer les rouages mentaux qui se mettent en marche. L'urgence d'avoir raison, le désir d'être validé, la vieille blessure de ne pas se sentir à la hauteur qui crie pour protection. C'est là que la plupart échouent, car regarder de front ces mécanismes demande plus de courage que n'importe quelle réponse en colère. Il ne suffit pas de ne pas réagir. Il s'agit de te poser sérieusement la question: quelle partie de moi demande à sortir se battre? Quelle peur ou histoire personnelle s'active lorsque quelqu'un me confronte? Celui qui observe sans excuse se rend compte que souvent, la fureur n'est qu'un déguisement pour masquer une insécurité plus profonde. La pause consciente, ce bref instant de lucidité avant de répondre, est la première preuve de pouvoir réel sur soi-même. Il ne s'agit pas de froideur, ni d'indifférence, ni de devenir de pierre. Il s'agit de voir la réaction surgir, de sentir la tension, et pourtant de décider de ne pas agir guidé par l'impulsion. C'est une forme de respect de soi, de ne pas offrir ton énergie au premier provocateur qui apparaît. Dans ce petit intervalle, tu peux démonter l'histoire automatique que ton esprit fabrique. On m'attaque, on veut me rabaisser, si je me tais, je suis faible. L'esprit est expert dans la construction de récits qui justifient le désordre, mais l'observation consciente les met à jour. Tu n'es pas l'esclave de tes premières pensées, tu as le droit et la responsabilité de choisir quelle histoire tu vas nourrir. Le stoïcisme n'est pas de nier l'émotion, mais d'apprendre à l'utiliser comme information. Si quelque chose te met en colère, demande-toi quelle valeur est touchée, quelle attente n'est pas satisfaite, quelle partie de ton identité se sent menacée. Cette auto-exploration, inconfortable mais nécessaire, est le véritable travail intérieur. Ce n'est pas facile. Ce qui est facile, c'est de se laisser emporter par l'impulsion et ensuite de se justifier avec des excuses faciles. Mais ainsi, tu ne fais que renforcer la chaîne de réactivité. L'observation consciente est inconfortable, car elle t'oblige à cesser de blâmer l'autre et à regarder ton propre reflet sans anesthésie. Personne n'a dit que ce serait simple,
Mais c'est là que se trouve la différence entre vivre comme un animal dressé à mordre et vivre comme un être humain qui exerce sa souveraineté émotionnelle. La clé réside dans l'espace que tu te donnes pour observer avant de répondre. Cet espace est liberté. La réaction est esclavage, l'observation est pouvoir. Celui qui n'apprend pas à s'observer devient l'otage de ses automatismes. Mais celui qui s'arrête, même quelques secondes, commence à voir le mécanisme caché derrière chaque impulsion. Et quand tu vois le mécanisme, tu peux décider de continuer à l'alimenter ou de rompre le cycle. Tout ne mérite pas une réaction. Tout n'est pas une menace. L'espace entre l'impulsion et l'action t'appartient. Le calme ne se hérite pas, il se construit. C'est le secret qu'on ne t'a jamais appris. La véritable force ne réside pas dans le fait d'avoir le dernier mot, mais dans le savoir quand il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Observe avant de répondre. C'est là que commence la véritable liberté. 3. Ne donne pas de pouvoir à l'extérieur. Je confesse que j'ai passé la moitié de ma vie à donner du pouvoir à l'extérieur, comme si la valeur de ma journée dépendait des mots des autres, des regards ou des résultats que je ne maîtrise même pas. Je me suis surpris à mesurer ma paix en fonction de ce que les autres font, disent ou ne disent pas. Le problème, c'est que lorsque tu t'habitues à interpréter chaque événement comme une évaluation de ta personne, tu finis par hypothéquer ta stabilité à des facteurs qui échappent à ton contrôle. Si quelqu'un t'ignore, tu te sens moins. Si on te critique, ça te brûle à l'intérieur. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, ton moral vacille. Tu te retrouves piégé dans un circuit qui se répète. L'extérieur agit, tu encaisses le coup, tu réagis et tu justifies le désordre comme s'il n'y avait pas d'alternative. Mais il y en a. La première distorsion naît de la croyance que les autres détiennent la clé de tes émotions. C'est le mécanisme le plus insidieux. Déléguer ton équilibre à des variables instables. Le monde ne tournera jamais selon tes attentes. Attendre que la vie se comporte bien pour te sentir bien est une erreur de calcul fondamentale. Si ta paix dépend du fait que personne ne te provoque, que tout le monde te reconnaisse, que les choses se passent toujours comme tu le souhaites, tu vas vivre en état d'alerte, toujours exposé, toujours en quête de validation. Le résultat est prévisible, une montagne russe émotionnelle où la moindre oscillation externe suffit à te secouer. Ce que tu laisses à l'extérieur devient un levier pour influencer tes états internes, et là, tu perds ta souveraineté. Le point critique suivant est la personnalisation. C'est le filtre mental qui transforme chaque geste ou mot d'autrui en une offense dirigée vers ton centre même. Ici, l'esprit joue sale, il interprète, déforme, amplifie. Il te fait porter des irritations qui ne t'appartiennent même pas. Nous avons tous l'habitude de supposer que les actions des autres sont des jugements sur nous. Mais la plupart du temps, ce que dit l'autre en dit plus sur son monde que sur le tien. Lorsque tu cèdes à la tentation de répondre immédiatement, de défendre ta position, d'entrer dans le jeu des autres, tu abandonnes en réalité ta position centrale. L'extérieur ne peut te blesser que si tu lui ouvres la porte. C'est l'une des phrases que tu devrais graver dans ta mémoire. Le plus pervers de ce mécanisme, c'est qu'il devient addictif. Plus tu réagis, plus tu renforces la croyance que l'extérieur compte trop. Sans t'en rendre compte, tu deviens l'otage de circonstances que tu ne pourras jamais contrôler. Le stoïcisme te demande de couper ce cycle. Pas avec indifférence, mais avec conscience. Ce n'est pas se fermer au monde, mais séparer ce qui t'affecte de ce qui se passe simplement. Le premier exercice est celui-ci. Chaque fois que tu ressens de la tension, demande-toi si ce qui se passe dépend vraiment de toi. Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, décide depuis ton centre et non depuis le reflet. Le pouvoir commence lorsque tu te reconnais comme le dernier responsable de ton état intérieur. Tu n'es pas la marionnette de ce qui t'entoure. Cette phrase résume tout le défi. La décision est inconfortable car elle implique de perdre les excuses.
Tu ne pourras plus blâmer les autres pour ton malaise. Tu devras regarder le poids que tu portes et choisir si tu continues à le porter. Personne ne viendra te rendre le contrôle que tu as donné. Le récupérer est un acte quotidien de vigilance et de courage. Chaque fois que tu décides de ne pas réagir à l'extérieur, chaque fois que tu choisis de ne pas personnaliser ce qui n'est pas à toi, tu renforces un muscle que personne ne peut entraîner à ta place. L'extérieur fera ce qu'il doit faire, le monde ne va pas s'arrêter pour ne pas te déranger. Mais si tu ne donnes pas de pouvoir, si tu ne te vends pas au meilleur enchérisseur émotionnel, tu découvres que le calme est possible même au milieu du bruit. La paix ne dépend pas de ce qui se passe dehors, mais de ce que tu choisis à l'intérieur. C'est la véritable indépendance émotionnelle. 4. Utilisez le silence comme une force. Il y a des moments où toute la pièce se remplit d'une électricité dense, comme si l'air lui-même était une membrane tendue sur le point de se déchirer par un mot de trop. On voit les regards échangés, les poings serrés sous la table, le geste crispé de celui qui retient quelque chose qui exige de sortir. Dans ce tableau figé, le silence n'est pas absence, c'est une force palpable, presque physique, qui s'installe entre les personnes comme un mur invisible. Tous attendent l'explosion, la réponse aiguë, la décharge qui rompra la tension et rétablira l'équilibre précaire. Mais cela n'arrive pas. Quelqu'un décide de ne pas entrer dans le jeu. Ce moment, lorsque vous choisissez de ne pas répondre, est un acte de pouvoir que peu reconnaissent et presque personne ne respecte jusqu'à ce qu'ils le voient en action. Car le silence, utilisé avec conscience, n'est pas vide. C'est une barricade, une déclaration d'autonomie émotionnelle. Le geste de rester silencieux alors que tout le corps exige une réaction est une rébellion contre la facilité, un muscle qui se tord dans la direction opposée à l'entraînement social. Le silence bien utilisé ne signifie pas soumission ni défaite, mais l'affirmation que tout ne mérite pas votre énergie, que vous n'êtes pas une machine programmée pour tirer des réponses au premier impact. Au lieu de vous fragmenter, vous profitez de cet instant pour regarder en face ce qui se passe en vous et chez l'autre. Vous voyez le tremblement dans la voix de l'autre, l'urgence dans ses gestes, le besoin de validation qui se cache parfois derrière les attaques les plus féroces. Vous laissez le silence travailler, rendre visible ce qui passe normalement inaperçu dans le brouhaha des justifications et des reproches. Le silence révèle plus que n'importe quel cri. C'est inconfortable, bien sûr. Il y a un inconfort physique à garder la bouche fermée quand vous sentez que le sang monte, que la réponse se forme d'elle-même dans la gorge. Le pouls s'accélère, la mâchoire se tend, les mains cherchent quelque chose à serrer. Mais là, dans cet inconfort, se trouve le véritable terrain d'entraînement. Choisir le silence, c'est vous donner le temps de lire le mécanisme mental qui s'active. La vieille habitude de vous défendre, de ne pas paraître faible, de prouver que vous avez raison. En ne cédant pas à l'impulsion, vous laissez la pression interne monter juste pour vérifier qu'elle ne vous détruit pas. Vous découvrez que vous pouvez habiter cet espace sans vous effondrer. Que le monde ne s'arrête pas parce que vous ne répondez pas immédiatement. Le silence est la pause qui protège votre dignité. Peu de choses déstabilisent autant celui qui cherche à vous provoquer que le fait de ne pas obtenir la réaction attendue. L'insulte qui ne rebondit pas, la critique qui n'enflamme pas, la provocation qui ne trouve qu'un regard calme et un silence dense. C'est une force construite à la sueur, un mur qui ne se dresse pas pour vous isoler, mais pour préserver votre paix au milieu de l'assaut quotidien. Le silence bien utilisé n'est pas indifférence, c'est présence consciente. Vous choisissez de ne pas gaspiller des mots sur ce qui n'apporte rien, de ne pas offrir votre attention à celui qui cherche seulement de quoi nourrir son propre malaise. C'est un filtre qui sépare l'essentiel du superflu, un outil pour ne garder que ce qui compte. Tout ne nécessite pas de réponse. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Il y a une force incommensurable à savoir quand se mordre la langue, quand laisser l'air se calmer et que la tension elle-même s'effondre par manque de combustible. Le silence, loin d'être vide, est la stratégie de celui qui se connaît et se respecte. Ce n'est pas facile, ni confortable, ni populaire.
Mais c'est souvent la seule façon de montrer que votre centre n'est pas à vendre. Utilisez le silence comme une force. Là réside le véritable pouvoir de celui qui n'a besoin de prouver rien. 5. Dépersonnalise les offenses des autres. Tu n'es pas le centre de l'univers émotionnel des autres. C'est aussi simple que ça. Le poison que les autres déversent parle de leur propre déséquilibre, pas du tien. Mais si tu avales chaque commentaire comme une attaque dirigée, si tu mâches chaque critique comme si c'était un jugement définitif sur ta personne, alors tu deviens le prisonnier volontaire des misères des autres. C'est brutal, mais il faut le dire. La plupart des gens sont tellement piégés dans leur propre malaise, tellement consumés par leurs propres batailles internes, qu'ils ne pensent même pas vraiment à toi lorsqu'ils lancent leurs offenses. Tu le prends personnellement parce que cela t'arrange. C'est l'excuse parfaite pour réagir, pour libérer ta colère et justifier ta perte de contrôle. Mais c'est là le piège. L'ego veut être au centre de l'attention. Il veut être la victime principale de chaque offense, même si cela n'a rien à voir avec toi. Si tu ne dépersonnalises pas, tu traînes ta vie à ramasser des ordures émotionnelles qui ne t'appartiennent pas. L'entraînement stoïque est implacable avec cette auto-illusion. Il n'y a pas de place pour la compassion de soi bon marché, ni pour le victimisme déguisé en dignité. Chaque fois que tu permets à un mot d'un autre de s'installer dans ton esprit comme une vérité, tu valides le pouvoir de l'autre sur ton état intérieur. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de la faiblesse sans déguisement. Celui qui prend tout personnellement vit dans un état d'alerte chronique, toujours à la recherche de signes d'attaque, toujours prêt à bondir. Le résultat est évident, une vie minée par le ressentiment et l'épuisement, où la moindre friction devient un motif de perte de paix. C'est une condamnation auto-imposée, une chaîne que tu te mets toi-même autour du cou. Dépersonnaliser ne signifie pas que rien ne t'affecte, cela signifie que tu filtres avec rigueur. Le filtre est simple. Ce que l'autre dit a-t-il un fondement réel ou n'est-ce que le reflet de sa propre frustration ? 9 fois sur 10, la réponse est évidente, mais tu préfères l'ignorer parce que l'indignation te donne une identité momentanée, te fait sentir vivant même si c'est à base de poison. Assez d'excuses. Tu n'as pas l'obligation de porter les projections des autres, ni de t'intoxiquer avec les carences émotionnelles de quiconque. Chaque fois que tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu coupes la chaîne de l'automatisme. Ne ramasse pas les ordures que les autres jettent. Cette phrase devrait être tatouée dans la conscience de quiconque aspire à la paix. L'erreur la plus courante est de confondre le jugement des autres avec ta valeur réelle. Mais ce que l'autre dit de toi en dit beaucoup plus sur lui que sur toi. Celui qui attaque se révèle. Celui qui insulte se dénude. Si tu prends chaque mot comme une agression personnelle, tu finis par vivre en fonction des faiblesses des autres. Ce n'est pas du caractère, c'est une addiction au drame. Le véritable exercice consiste à séparer ce qui se passe en dehors de toi de ce que tu décides d'accepter à l'intérieur. Tout ce qu'on te lance ne mérite pas d'être ramassé. Apprendre à laisser passer, à ne pas s'accrocher, est un acte de force et d'intelligence émotionnelle. Ne deviens pas la poubelle émotionnelle de quiconque. Là se trouve l'indépendance que le stoïcisme exige, la capacité de distinguer entre ce que tu es et ce qu'on t'attribue. Ce n'est qu'ainsi que tu te libères de l'épuisement constant de vivre en réagissant aux blessures des autres. L'offense d'autrui ne définit pas qui tu es, ta réaction, oui. 6. Reconnaître ton véritable ennemi intérieur. La vérité est celle-ci, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il ne l'a jamais été. Ce qui te vole ta paix, ce qui sabote ta sérénité et te traîne encore et encore dans le même marécage émotionnel, vit en toi. Ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas la trahison, ce n'est pas l'injustice extérieure. C'est la voix intransigeante qui exige d'avoir raison à tout prix, l'orgueil blessé qui ne supporte pas de se sentir vulnérable, l'histoire que tu répètes sans remettre en question sur la façon dont le monde devrait te traiter. Le plus grand adversaire n'est pas celui qui te provoque, mais la partie de toi qui a besoin de réagir, de se justifier, de se défendre jusqu'à l'épuisement. Là se trouve le véritable épuisement.
dans la guerre intérieure que tu engages chaque fois que quelque chose ou quelqu'un ne correspond pas à tes attentes. Reconnaître cela est brutal, car cela te laisse sans excuse. Le mécanisme est simple et dévastateur. Quelque chose se produit que tu n'aimes pas, et immédiatement ton esprit cherche des coupables à l'extérieur, comme si cela te permettait d'esquiver l'inconfort, de regarder tes propres automatismes. Mais la véritable source de ta souffrance est le scénario que tu te racontes, les croyances rigides que tu nourris depuis des années et qui dictent comment tu devrais te sentir face à chaque situation. La colère qui te consume, la frustration qui te ronge, ne sont que des symptômes d'une structure interne qui rejette tout ce qu'elle ne peut pas contrôler. Il n'y a pas d'ennemi externe plus dangereux que l'incapacité de te voir avec honnêteté, que l'habitude de te cacher derrière des excuses et de vieilles blessures. Si tu veux la paix, tu dois identifier la racine de ta réactivité. Il ne suffit pas de rationaliser, ni de répéter des phrases de développement personnel chaque fois que quelque chose te dérange. Tu dois avoir le courage de regarder ce qui te motive vraiment à l'intérieur. Est-ce la peur du rejet ? Est-ce l'image fragile que tu as de toi-même qui ne supporte pas d'être remise en question ? Est-ce l'habitude de mesurer ta valeur selon les gestes et les mots des autres ? Chaque impulsion incontrôlée, chaque fois que tu exploses, est un signe qu'il y a encore une partie de toi qui n'a pas appris à être en paix avec elle-même. Ton pire ennemi est l'habitude de réagir sans réfléchir. C'est la sentence qu'il est difficile d'accepter. Le stoïcisme n'est pas une formule magique pour effacer les émotions, mais une discipline pour démonter les mécanismes qui t'esclavagent. Lorsque tu t'entraînes à reconnaître ton véritable ennemi intérieur, tu commences à voir que la plupart de tes batailles sont contre des projections, pas des réalités. Le ressentiment, la colère, l'urgence de te défendre sont des chaînes que tu as toi-même forgées, maillon par maillon. Personne ne te les a imposées. Le travail consiste à apprendre à lâcher chacun de ces boulets, un par un, même si cela fait mal, même si ton ego crie que tu as le droit d'être en colère. Ne te trompe pas. Tant que tu crois que le problème est à l'extérieur, tu vas répéter la même histoire avec des protagonistes différents. Les visages changent, les circonstances changent, mais la réaction est identique. Le schéma se maintient parce que le véritable conflit réside dans ta façon d'interpréter ce qui se passe, dans le besoin de contrôler et dans la difficulté d'accepter que tout ne tourne pas en ta faveur. Domine ton ennemi intérieur et tu domineras le monde. C'est la seule conquête qui en vaut la peine. Tout le reste n'est que bruit. Le défi est quotidien. Chaque situation inconfortable est une invitation à identifier quelle partie de toi veut s'accrocher au drame et laquelle est prête à lâcher prise. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de ne pas rester piégé dans les mêmes automatismes. Le véritable pouvoir est de reconnaître que tu as une bataille interne constante et que le seul chemin vers la liberté est d'assumer la responsabilité totale de tes réactions. Là, et seulement là, commence la véritable paix. 7. Pratique la pause face à la colère. Tu es dans le trafic, coincé entre des voitures qui n'avancent pas, l'horloge qui tourne sans pitié et la sensation que tu vas encore arriver en retard. Tu vois quelqu'un qui te coupe imprudemment, freine brusquement et ton cœur fait un bond. La mâchoire se crispe, les mains s'accrochent au volant et tu sens la pression dans ta poitrine, cette vague qui te pousse à réagir, à klaxonner, à crier, à décharger toute la rage contenue en cet instant. Ce n'est pas un moment extraordinaire, c'est le genre de situation qui se répète tous les jours, de petites provocations, des frictions minimes, mais suffisantes pour activer le même mécanisme mental. Ce qui semble être une réaction naturelle est en réalité le résultat d'années d'entraînement inconscient. L'esprit interprète l'obstacle comme une menace personnelle, et le corps réagit comme s'il était en danger réel, même si au fond, il ne s'agit que d'un léger inconfort. C'est ici que tout se joue. L'art de la pause n'est pas un truc d'auto-assistance, c'est une intervention chirurgicale dans le flux automatique de tes émotions. Si tu décomposes le processus, la chaîne est claire. D'abord, l'alarme interne s'active, quelque chose te dérange, te frustre,
te pousse hors de ta zone de contrôle. Ensuite, l'esprit cherche un objectif externe pour déposer la culpabilité. Le conducteur, le collègue, le partenaire, n'importe quelle figure qui justifie la réaction. Immédiatement, surgit l'urgence de faire quelque chose, de rendre le coup, ou au moins de manifester ton inconfort. Mais l'étape que l'on ne voit presque jamais est la plus importante, l'instant entre le stimulus et la réponse. Cet espace microscopique, qui passe souvent inaperçu, est en réalité le seul point où tu as une véritable agence. C'est le moment exact où tu peux freiner l'automatisme et, au lieu de réagir, décider. La pause est l'interrupteur qui coupe le cycle. Si tu ne reconnais pas ce point, la colère te manipule comme une marionnette. Mais si tu parviens à l'identifier et à le maintenir, même juste quelques secondes, tu changes toute la carte de tes réactions. Pratiquer la pause ne signifie pas se figer ni réprimer ce que tu ressens. C'est un exercice stratégique, reconnaître l'activation interne, observer l'urgence de répondre et juste là, introduire une coupure consciente. Il ne s'agit pas de nier l'inconfort, mais de l'examiner comme on arrête une machine pour comprendre pourquoi elle est sur le point de déborder. L'objectif n'est pas la perfection, c'est de gagner du temps. Assez de temps pour te demander quelle option tu as, quelles conséquences chaque réaction apporterait, et si tu veux vraiment payer le prix émotionnel de libérer ta colère. Cette analyse peut durer à peine quelques respirations, mais elle marque la différence entre agir depuis le contrôle ou depuis l'automatisme. Agir sans pause, c'est signer des chèques émotionnels sans fond. L'entraînement consiste à répéter ce processus encore et encore jusqu'à ce que la pause devienne un réflexe. Au début, c'est difficile, car l'impulsion est forte et tout ton corps semble demander une décharge immédiate. Mais chaque fois que tu parviens à maintenir la coupure, même brièvement, tu renforces un nouveau réseau interne, le muscle de la conscience. La colère cesse d'être une destination inévitable et devient une option parmi tant d'autres, une suggestion que tu peux accepter ou rejeter selon le contexte. Ainsi, le contrôle cesse d'être une théorie et devient une expérience tangible. La pause est le premier acte de véritable domination. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu peux toujours intervenir sur la façon dont tu réponds à l'intérieur. C'est le cœur de la liberté stoïque. 8. Faites de la calme une discipline quotidienne. Je confesse que pendant des années, la calme me semblait une sorte de luxe réservé uniquement à ceux qui n'étaient pas embourbés, à ceux qui n'avaient pas à se battre chaque jour pour se maintenir. Je me voyais dans le reflet de la fenêtre des transports en commun, mâchoire serrée, épaules haussées, les doigts jouant avec le téléphone, pendant que l'esprit repassait les griefs du travail, les déceptions familiales, les tâches qui semblaient ne jamais se terminer. Parfois, tout le corps se sentait comme une corde trop tendue, sur le point de se rompre pour un rien. Les gens autour de moi étaient pareils, respiration saccadée, regard fuyant, mains serrées sur des sacs à dos, chacun portant son propre inventaire de petites guerres quotidiennes. Personne ne le dit, mais cela se voit dans les gestes, dans la façon de marcher, dans la manière dont ils réagissent au moindre contact. La vraie calme n'est nulle part, et encore moins comme une habitude consciente. Mais ensuite, j'ai compris que cet état d'alerte constant n'était pas une coïncidence, mais le résultat d'une pratique silencieuse, d'une discipline inversée. Chaque jour, sans m'en rendre compte, j'entraînais mon esprit à réagir rapidement, à sauter au moindre stimulus. Le corps a appris à se tendre rien qu'en entendant le mauvais ton dans une voix, l'esprit à se préparer à l'offense avant qu'elle n'arrive. Le muscle de la réaction se renforçait tandis que celui de la calme s'atrophiait par pur désusage. Personne ne m'a appris à maintenir la sérénité, car personne autour de moi ne la considérait comme une discipline. On la prenait pour un accident, un cadeau, quelque chose qui apparaissait ou disparaissait selon le climat ou la chance. Ainsi, je vivais piégé dans ce cycle, stimulus, réaction, regret et encore stimulus. Ce que le stoïcisme met sur la table est inconfortable à accepter. La calme n'est pas un trait de personnalité ni un privilège des éclairés. C'est une compétence qui s'entraîne comme n'importe quelle autre.
Ce n'est pas un état passif, ni le résultat d'ignorer le conflit, mais une décision active, renouvelée chaque jour et souvent chaque heure. Cela se voit physiquement, la respiration qui s'allonge quand quelqu'un te confronte, le rythme avec lequel tu bouges les mains dans une discussion, la façon dont tu choisis de regarder celui qui te provoque. Pratiquer la calme, c'est remarquer la chaleur monter au cou et décider de ne pas laisser cela se transformer en explosion. C'est sentir le tremblement dans la voix et malgré tout, parler lentement, comme celui qui sait que chaque mot est un investissement, non une dette. Ce n'est pas confortable ni naturel au début. Il y a des moments où maintenir la calme est comme porter un poids mort, une résistance qui t'épuise, plus que n'importe quel cri ou claquement de porte. Mais là, dans cette fatigue initiale, commence le véritable entraînement. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, même si tout en toi exige le contraire, tu reprogrammes le mécanisme de ton caractère. La calme est discipline, pas coïncidence. Le corps apprend qu'il ne va pas s'effondrer simplement parce qu'il ne répond pas instantanément. L'esprit découvre qu'il a de l'espace pour filtrer, séparer, décider. Visualise la scène. Quelqu'un te défie en public. Les yeux des autres se fixent en attendant l'explosion. Mais tu soutiens le regard, respire, garde un ton bas. Le geste déroute, car il rompt le script attendu. Ce n'est pas de la soumission, c'est du contrôle. Chaque fois que tu le fais, même un peu, tu renforces le muscle interne. Les autres peuvent penser que tu es froid ou distant. Mais en réalité, tu construis une forteresse qui ne dépend ni de l'approbation ni du résultat immédiat. La calme entraînée est ton bouclier, la réaction, ta fuite. Plus tu répètes l'exercice, plus cela devient accessible. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. La discipline de la calme n'est pas de se refuser à ressentir, mais de se refuser à être toujours entraîné par la même chose. Elle se construit à force, dans le micro, dans ces secondes où le corps demande la guerre, mais tu choisis de rester ferme. C'est dans ces détails que la liberté cesse d'être un idéal et devient une réalité palpable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a une vérité inconfortable qui est rarement exprimée à voix haute. Dans le monde réel, être traité avec respect ne dépend pas toujours de ton éducation, de ton âge ou de ton apparence. Parfois, il suffit de croiser la mauvaise personne au mauvais moment pour ressentir le poids brutal de la grossièreté publique. Nous avons tous ressenti ce coup sec, un commentaire chargé de poison, un regard qui cherche à humilier, une provocation lancée comme si tu avais l'obligation de perdre le contrôle. Le réflexe le plus courant est de répondre avec fureur ou d'encaisser la colère. Mais ces deux chemins ont un coût psychologique qui s'accumule et fracture le caractère avec le temps. La dignité est mise à l'épreuve dans ces instants, et bien que l'instinct crie à la revanche, la véritable force réside dans le fait de ne pas offrir ta paix à ceux qui ne la méritent pas. Les stoïciens le savaient, tu peux contrôler ta réaction, jamais le comportement de l'autre. Si chaque attaque te tire vers le bas, tu deviens prisonnier d'inconnus. Si tu entraînes la sérénité, chaque provocation devient une occasion de démontrer ta discipline. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de faire semblant que la grossièreté ne fait pas mal, mais de l'affronter avec des mécanismes mentaux qui empêchent le poison des autres de pénétrer ton estime de soi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ta sérénité sans perdre un gramme d'autorité. Je te promets ceci, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te briser en public, tu auras les outils pour choisir le calme et non la réaction automatique. La dignité ne se négocie pas, elle se défend en silence. 1. Fais une pause avant de répondre. La vérité est dure, la plupart des gens réagissent comme un animal acculé face à l'impolitesse des autres, sans filtre, sans pause et sans la moindre intention de contrôler leur réponse.
Je te le dis franchement, chaque fois que tu sautes sur le premier impulsion, tu renonces à ton intelligence et tu remets ta dignité sur un plateau. Tu n'es pas un automate, mais tu agis comme si tu avais des fils au lieu de bon sens. Ce qui se passe à l'extérieur ne te définit pas, mais ce que tu choisis d'en faire révèle exactement le type de personne que tu es. Arrête de te mentir en pensant que tu as perdu le contrôle à cause des autres. La seule vérité est que tu ne l'as jamais entraîné. Combien de fois vas-tu encore te justifier en disant que c'est sorti de ton âme ou que n'importe qui aurait réagi de la même manière? C'est la mentalité de celui qui est en dette avec lui-même. La dette de ne jamais avoir pris au sérieux le travail de renforcer l'autocontrôle. Fais une pause avant de répondre. Ce n'est pas une suggestion molle, c'est la base de toute réponse digne. Tu penses que cette pause est insignifiante, mais c'est le filtre qui sépare la réaction automatique de la décision consciente. Sans cette pause, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui t'insulte. Celui qui ne s'arrête pas vit à la merci de celui qui lance la première pierre, et c'est une faiblesse déguisée en spontanéité. Une pause te permet de voir le mécanisme en marche, la décharge d'adrénaline, l'impulsion de rendre l'offense, le désir de prouver quelque chose. Si tu n'es même pas capable de te contenir pendant quelques secondes, oublie l'autocontrôle, oublie le stoïcisme et oublie la dignité. Le respect de soi commence au moment où tu choisis de ne pas te laisser emporter par le courant de tes émotions les plus primitives. L'agresseur s'attend à te voir perdre ton calme. Il attend que tu réagisses de la même manière, voire pire, que tu te rabaisses à son niveau et que tu confirmes sa vision médiocre du monde, où tout est réaction, où aucun contrôle n'est possible. Ta pause brise son scénario. Ton silence pèse plus que son bruit. Tu ne lui donnes pas de pouvoir, tu lui en enlèves, car tu laisses clair que ton bon sens est plus fort que n'importe quelle provocation passagère. Il ne s'agit pas de te réprimer jusqu'à exploser. Il s'agit d'entraîner le muscle de la maîtrise de soi, celui que presque personne ne développe, parce qu'il nécessite des efforts, nécessite de l'inconfort et exige que tu prennes la responsabilité de tes actes. Ne te trompe pas. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la distance qui te permet d'observer l'attaque, de voir la blessure chez l'autre et de décider s'il vaut la peine de dépenser une seule parole de ton énergie. Si tu n'es pas capable de faire une pause, tu es esclave de tes impulsions. Si tu peux, tu es maître de ta réponse et, par conséquent, de ton destin émotionnel. Celui qui ne contrôle pas la pause paie de sa paix intérieure. Fais la pause. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 2. Ne prends pas l'attaque comme quelque chose de personnel. Tu es dans la file d'attente de la banque, il y a de l'urgence, l'ambiance est tendue et quelqu'un derrière toi lâche un commentaire désagréable. Tu vas rester là toute la matinée ou quoi? La phrase cherche à s'enfoncer, à provoquer une réaction immédiate, à te pousser à jouer le jeu de celui qui insulte et espère que tu te rabaisses. Ce qui se passe à ce moment-là semble simple. Tu ressens un coup au cœur. Ton ego s'active comme un ressort. L'esprit commence à fabriquer des excuses pour répondre par la même monnaie. Mais arrête-toi une seconde et observe le véritable mécanisme. D'où vient cette urgence de te défendre, de prouver que tu n'es pas faible? L'insulte est réelle, mais ce qui te fait mal, ce n'est pas la phrase, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu te mets le fardeau sur les épaules, comme si chaque mot était un poids que tu devais porter, et tu te convaincs que l'offense est une évaluation directe de ta valeur. C'est là l'erreur. Tu n'es pas le centre de l'univers de l'autre. Sa frustration, son venin, son ton n'ont presque jamais à voir avec toi. Tu es juste la cible la plus proche à cet instant. Si tu gobes l'idée que l'attaque est un jugement sur toi, l'agresseur a gagné sans même se donner la peine. C'est ici que l'entraînement commence vraiment. Apprendre à ne pas prendre l'attaque comme quelque chose de personnel est l'un des filtres mentaux les plus puissants que tu puisses développer. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. C'est reconnaître que chaque être humain
traîne sa propre histoire, ses frustrations, ses blessures non résolues, et que souvent, ce qu'il cherche, c'est un endroit où les déposer. Tomber dans le piège de te sentir désigné, c'est perdre la perspective, c'est laisser ton esprit fonctionner selon le scénario de l'autre. Personne ne te connaît vraiment dans la file d'attente de la banque, ni dans la rue, ni au bureau. Ce que les autres disent de toi n'est qu'un éclat de leur propre bataille. L'offensé s'affaiblit. Celui qui ne se sent pas visé se libère. Chaque fois que tu assumes que la grossièreté est une attaque à ton identité, tu t'enchaînes au jugement externe et tu cesses d'être maître de ton état intérieur. C'est le prix de la susceptibilité. Ta tranquillité dépend de l'humeur et de la misère émotionnelle des autres. Change le filtre. Demande-toi, ce que je viens d'entendre en dit-il plus sur moi ou sur l'autre? Presque toujours, le véritable message se trouve chez l'émetteur, pas chez le récepteur. Laisse les commentaires des autres passer comme un courant que tu ne traînes pas. Tu n'as pas besoin de répondre, ni de prouver, ni de corriger la vision déformée de celui qui t'attaque. La dignité ne se négocie pas avec des inconnus et ne se défend pas avec des cris. Celui qui ne prend pas l'attaque de manière personnelle économise de l'énergie et gagne en paix. Personne ne peut déplacer ton axe si tu ne le permets pas. C'est cela, la véritable indépendance émotionnelle. 3. Demander de la clarté face à l'impolitesse. Je vais te le dire sans détour. Demander de la clarté face à l'impolitesse m'a semblé inconfortable, presque humiliant au début. Il y a une partie de moi qui préférerait répondre avec sarcasme, une autre qui veut ignorer l'agresseur et faire comme si de rien n'était. Mais la vérité est que lorsque quelqu'un te parle avec mépris, la dernière chose que tu veux, c'est d'humaniser la situation en demandant des explications. Cependant, lorsque je me suis forcé à le faire, j'ai découvert un mécanisme psychologique que presque personne ne reconnaît. Derrière l'insulte directe se cache souvent une intention floue, une motivation que l'impoli lui-même n'ose pas exposer frontalement. Et c'est ici que demander de la clarté devient une arme stratégique et non une démonstration de faiblesse. En décomposant la scène, la première chose qui se produit est une montée de tension. Le corps réagit, l'esprit cherche des réponses rapides et l'impulsion naturelle est de rendre le coup. Mais si tu intervenais à cet instant en demandant quelque chose d'aussi simple que « Que veux-tu dire exactement ?» ou « Peux-tu m'expliquer ce à quoi tu fais référence ?» tout le circuit émotionnel est interrompu. L'agresseur est contraint de faire face à ce qu'il vient de lancer, de mettre en mots concrets sa motivation. Très peu de personnes peuvent maintenir le même niveau d'hostilité lorsqu'on leur demande d'être clair. C'est comme si la brume qui protégeait leur attitude se dissipait et qu'ils devaient soudain justifier leur comportement. Cela ne les met pas seulement mal à l'aise, cela te permet également de reprendre le contrôle de la situation, car tu cesses d'être une cible passive et tu deviens quelqu'un qui exige de la cohérence. L'impolitesse survit dans l'ambiguïté. La clarté l'étouffe. En analysant la dynamique, demander des explications force une pause dans le flux automatique d'agression et de réaction. Celui qui insulte s'attend à un rebond émotionnel, pas à une demande de précision. En lui demandant de clarifier, tu le confrontes à son propre désordre intérieur. Souvent, il ne sait même pas pourquoi il agit ainsi. Il le fait parce qu'il est plus facile de lâcher du venin que de revisiter son propre malaise. Lorsque tu demandes de la clarté, tu lui renvoies la responsabilité de ses mots. Tu ne te mets pas en position de victime ni de bourreau. Tu demandes simplement qu'il prenne ses responsabilités. La dignité ne consiste pas à se taire ni à crier, mais à exiger que tout ce qui est dit ait un fondement. Si tu ne peux pas expliquer ton impolitesse, elle n'a pas de valeur. C'est une ligne qui coupe net le jeu du mépris. Ce n'est pas confortable, mais c'est efficace. Celui qui demande de la clarté ne perd jamais, car il oblige l'autre à se regarder dans le miroir de ses arguments. Parfois, l'agresseur se rétracte. D'autres fois, il trébuche en essayant de justifier l'attaque, mais presque toujours, l'ambiance change immédiatement. L'énergie cesse de tourner autour de l'émotion et se déplace sur le terrain de la raison. C'est la différence entre réagir et gouverner l'interaction.
Ne te contente pas d'absorber des coups verbaux ni de les rendre. Exige des explications. C'est le filtre qui sépare la critique valable de la décharge émotionnelle d'autrui. Demander de la clarté est une dignité en action. 4. Remercie et suis ton propre chemin. Tu traverses la ville comme on traverse un marché bondé, des voix, des poussées, des gestes brusques, des regards qui rebondissent sans s'arrêter. La grossièreté publique ressemble à ces mains qui essaient de se glisser dans tes poches, cherchant à te voler ta tranquillité sans que tu t'en rendes compte. Il y a une réaction automatique qui se ressent dans l'estomac, une chaleur dense, une tension qui monte dans la gorge. Mais il existe aussi une autre option, beaucoup moins utilisée, accepter le frottement, remercier mentalement le signal que tu ne veux pas devenir la même chose, et continuer ton chemin comme si rien ne pouvait te détourner de ta direction. Il ne s'agit pas de résignation ni de faire semblant d'être de pierre, il s'agit de ne pas donner de pouvoir à un inconnu qui décide de croiser ton chemin. La différence entre celui qui s'en mêle avec chaque provocation et celui qui avance réside dans la capacité de voir la scène comme un simple obstacle et non comme un message personnel. Le geste est simple, presque imperceptible. Une légère inclinaison de la tête, un merci bref, parfois à peine audible, et la décision ferme de ne pas s'arrêter pour négocier avec la misère des autres. Tu ressens la tentation de regarder en arrière, de renvoyer une phrase cinglante, mais tu choisis de ne pas rester collé au sol émotionnel où l'on veut t'entraîner. À cet instant, ton corps se déplace en avant, les épaules détendues, le regard fixé sur ce qui compte vraiment. Ta direction, pas le bruit latéral. Il y a de la force chez celui qui ne se laisse pas attraper par l'énergie des autres. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas ton temps. C'est la dignité silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements. La gratitude dans ce contexte est une pure stratégie interne. Ce n'est pas une récompense pour le grossier, c'est un rappel pour toi-même. Je ne porte pas ce qui ne m'appartient pas. Chaque grossièreté que tu laisses derrière, chaque commentaire venimeux qui ne te freine pas, est un investissement dans ta liberté émotionnelle. Le monde est rempli de ceux qui cherchent à t'accrocher à leurs blessures, mais ton travail est de lâcher l'hameçon avec élégance et fermeté. Remercier et avancer est l'art de choisir tes batailles, de savoir que la véritable indépendance ne se mesure pas au nombre d'insultes auxquelles tu réponds, mais au nombre que tu laisses tomber sans te contaminer. Il n'y a aucun mérite à s'en mêler avec quiconque croise ton chemin de manière désagréable. Il y a du mérite à avancer, intact, en montrant que ton énergie n'est pas à vendre. La paix t'appartient seulement si tu décides que personne d'autre ne l'administre. N'accepte pas les fardeaux des autres. Remercie l'avertissement et suis ton propre chemin. C'est cela la maturité, c'est cela la force entraînée. 5. Établis des limites sans perdre ton calme. Celui qui ne sait pas poser des limites est complice de son propre maltraitement. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de plus pathétique que de voir quelqu'un se laisser piétiner, se taisant par peur de déranger ou par terreur de perdre l'approbation d'inconnus. Tu veux du respect? Commence par te l'exiger à toi-même. La plupart préfèrent avaler l'inconfort plutôt que de marquer un arrêt, car ils ont peur du conflit, ou pire encore, parce qu'ils ont appris à normaliser l'abus déguisé en fort caractère ou personne difficile. Laisse-moi te le dire clairement, personne ne respectera tes limites si tu n'es pas capable de les défendre sans hésitation. L'autocontrôle ne consiste pas à tout supporter avec un air de martyr, mais à montrer par des actes et des mots qu'il y a un point où ta dignité n'est pas négociable. Celui qui se tait par habitude finit par accumuler du ressentiment comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, se rembourse avec des intérêts sous forme d'explosion ou d'humiliation. La dignité n'est pas un ornement, c'est une limite opérationnelle. Ne confonds pas le calme avec la soumission. Garder son calme ne signifie pas avaler les déchets des autres, ni tolérer des manques de respect comme si tu étais un conteneur de frustration d'autrui.
Le vrai calme est celui qui met un frein sans crier, c'est celui qui regarde l'autre et d'une voix ferme et sans trembler dit « Ici, tu t'arrêtes ». Il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de justifier ta limite. Ceux qui exigent que tu justifies ton droit au respect cherchent simplement un espace pour continuer à franchir la ligne. La limite ne se demande pas, elle se marque. Et si l'autre personne se fâche, qu'elle fasse face à son propre malaise. Tu n'es ni thérapeute, ni sac de frappe pour qui que ce soit. Chaque fois que tu restes silencieux, tu envoies le message que ton espace et ton temps sont en promotion. Chaque fois que tu reportes la limite, tu t'entraînes à la faiblesse. Mets le frein avec clarté, sans fioriture ni menace. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix, mais il faut faire comprendre qu'il y a des conséquences. Je n'accepte pas ce traitement. Ne me parle pas de cette manière, ou simplement t'éloigner sans donner d'explication. Le respect ne se négocie pas lors de débats d'une demi-heure. Ce que tu permets se répète. Si aujourd'hui tu tolères un manque, demain il te sera 2 fois plus difficile de te maintenir debout. Les excuses du type « je ne voulais pas faire de scandale » ou « ça ne vaut pas la peine de discuter » sont le prétexte de ceux qui préfèrent la fausse paix à la véritable estime de soi. Arrête de te cacher derrière la courtoisie lâche. La limite est le cadenas de la dignité. Si tu ne le fermes pas, personne ne le fera pour toi. N'aie pas peur de déranger l'autre. Crains plutôt de te conforter pour toujours dans le rôle de celui qui se laisse entraîner. Poser des limites sans perdre son calme est la preuve que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de l'autorité que tu as sur ton propre espace. Personne ne peut te piétiner si tu restes ferme. Respecte-toi sans demander la permission. C'est la ligne qui sépare l'adulte de l'enfant apeuré. 6. Détecte le besoin derrière l'insulte. La plupart des gens n'insultent pas parce qu'ils sont forts, mais parce que quelque chose en eux est fracturé. La grossièreté n'est jamais un signe de pouvoir, c'est le signe d'un manque, d'une fissure interne que l'autre essaie de masquer par le mépris. Quand quelqu'un t'attaque en public, ce que tu vois n'est que la surface d'un besoin mal géré. Derrière chaque commentaire venimeux, derrière chaque geste hostile, il y a une faim non satisfaite, une frustration qui ne sait pas trouver une issue digne. La réaction automatique est de le prendre comme une attaque personnelle, mais si tu prends le temps de regarder plus profondément, tu commences à voir le véritable mécanisme. Celui qui blesse demande quelque chose, même s'il ne le reconnaît pas. Il demande de l'attention. Il demande à se sentir supérieur pendant un instant. Il demande à être vu. Ou, au fond, il demande que quelqu'un lui confirme qu'il existe, même à travers le conflit. C'est le véritable fondement de la plupart des grossièretés. Personne qui est en paix n'a besoin de piétiner les autres pour respirer. Le défi alors est d'apprendre à détecter ce besoin caché sans tomber dans le piège de se sentir responsable de le satisfaire. L'empathie stratégique n'est ni une faiblesse, ni une soumission. C'est la capacité de voir au-delà de l'insulte et de comprendre que l'autre montre son point le plus bas, pas sa force. Si tu es capable d'observer l'attaque sous cet angle, tu reprends immédiatement le pouvoir sur ton état interne. Tu n'es plus une marionnette qui réagit à chaque tirage de corde, mais un observateur qui reconnaît la dynamique et décide s'il participe ou non. La question que tu dois te poser n'est pas « pourquoi m'attaque-t-il ?», mais « que cherche-t-il vraiment ?» Et bien que la réponse ne justifie jamais le manque de respect, elle te permet de choisir une réponse qui préserve ta dignité. Tu peux choisir de ne pas t'engager, tu peux renvoyer une phrase neutre qui n'alimente pas l'agression, tu peux même répondre avec un calme qui désarme parce que tu n'entraves pas dans le jeu du manque de l'autre. Ne confonds pas détecter le besoin avec le porter. Tu n'es pas venu au monde pour être le thérapeute des inconnus, ni pour corriger le vide émotionnel de ceux qui ne se supportent pas eux-mêmes. Mais si tu reconnais le besoin derrière l'insulte, l'impact émotionnel change immédiatement. Tu cesses de te sentir offensé et tu commences à voir l'autre comme quelqu'un qui ne sait pas demander ce dont il a vraiment besoin. C'est la maturité émotionnelle, ne pas s'engager avec le masque, mais voir la fracture derrière le geste. La compassion n'est pas une excuse pour permettre l'abus,
C'est un filtre qui te protège du piège du ressentiment. Celui qui insulte révèle sa véritable pénurie. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Le contrôle de soi le plus solide naît de la compréhension que la plupart des offenses parlent du besoin de l'autre, pas de ta valeur. La dignité commence quand tu cesses de mendier la validation des vides des autres. 7. Limiter l'accès aux personnes toxiques. Vous assistez à une réunion de famille et voilà, le parent qui aime mettre mal à l'aise, le connu qui ne manque jamais une occasion de faire une remarque blessante déguisée en blague, la personne qui semble vivre pour appuyer sur les boutons de tout le monde. Vous le connaissez bien, car chaque fois qu'il apparaît, votre énergie s'épuise, votre humeur change et vous vous retrouvez à calculer comment esquiver la prochaine décharge. C'est ici que s'active le mécanisme le plus subtil, mais le plus nécessaire, limiter l'accès. Il ne s'agit pas de punir, ni de couper les liens par fierté, mais d'appliquer, avec un froid stratégique, le principe de l'auto-soin. La tolérance n'est pas infinie. Si elle l'était, ce ne serait pas une vertu, mais un abandon de soi. Chaque interaction est un investissement. Soit vous ajoutez de la paix, soit vous vous endettez par rapport à votre tranquillité. En analysant la dynamique, la plupart supportent la toxicité par inertie sociale ou par peur du qu'en dira-t-on. Mais laisser la porte ouverte à ceux qui ont déjà prouvé qu'ils viennent contaminer, c'est comme inviter un voleur à fouiller vos tiroirs chaque fois qu'il le souhaite. L'erreur ici est de penser que vous devez supporter par politesse, par nostalgie ou pour maintenir l'harmonie. Cette harmonie est fausse si elle se paie avec votre bien-être. L'accès, en psychologie profonde, se traduit par le temps, l'attention et l'espace mental. Si vous cédez ces ressources à ceux qui les gaspillent ou les utilisent pour vous rabaisser, le coût est toujours le vôtre, jamais celui de l'autre. Personne ne viendra protéger vos limites si vous ne les blindez pas. La décision de limiter l'accès ne se prend pas à chaud, elle se prend à froid. Vous observez des schémas, identifiez qui répète le comportement et évaluez l'impact réel sur votre humeur, votre journée, votre perception de vous-même. Puis vous choisissez, vous restreignez vos conversations, vous raccourcissez les rencontres, vous filtrez ce que vous partagez, vous vous permettez même de ne pas répondre à des messages ou de ne pas assister à certains événements. Il ne s'agit pas de faire une scène, mais d'ajuster la distance pour que votre dignité ne soit pas compromise. La clé est celle-ci. Protégez votre espace comme s'il s'agissait de votre seule richesse. Parce que c'est le cas. L'effet est immédiat. Moins d'épuisement, moins de ressentiments accumulés, plus d'énergie disponible pour ceux qui ajoutent vraiment. Limiter l'accès n'est pas de la cruauté, c'est une hygiène émotionnelle. La relation avec les toxiques s'améliore rarement avec une patience infinie. Elle s'améliore quand ils comprennent qu'ils ne peuvent plus entrer et sortir de votre état mental à leur guise. Si l'autre proteste, l'interprète comme un rejet ou essaie de vous manipuler avec de la culpabilité, ce n'est pas votre problème de résoudre son malaise. Votre loyauté est d'abord envers vous-même, pas envers l'habitude ni le chantage émotionnel. Le respect véritable se construit sur la clarté et la distance. Celui qui prend soin de son espace prend soin de sa paix. Ne donnez pas de clé à celui qui ne sait que salir. 8. Protège ta dignité face aux provocations. Je vais être brutalement honnête. Il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de laisser une provocation faire ressortir le pire en moi. J'ai remarqué comment ma mâchoire se tend, les muscles de ma nuque se durcissent et mon esprit se remplit d'arguments aiguisés, tous prêts à être lancés. Le corps le prend comme une question de survie, comme si le respect était en jeu face à un regard défiant dans la rue ou un commentaire venimeux lancé à haute voix dans les transports en commun. C'est inconfortable de l'admettre, mais parfois la dignité semble être une monnaie que l'on peut perdre en un instant, et l'impulsion de la défendre à tout prix te pousse exactement là où ils veulent te mener, dans le piège de la réaction. La sueur froide sur les paumes, le pouls accéléré, le désir de ne pas être en dessous dans ce duel invisible. Reconnaître cet automatisme est le premier pas, mais il ne suffit pas de le voir. La vraie question est comment protéger la dignité quand tout le système nerveux crie de répondre.
La scène est simple et cruelle. Quelqu'un te regarde de haut en bas avec mépris, cherche une fissure dans ton armure à chaque geste, attend le moindre signe de faiblesse pour creuser plus profondément. Il y a des personnes qui se délectent de ce jeu sale, qui se nourrissent de l'inconfort des autres et collectionnent de petites victoires aux dépens de ceux qui cèdent. C'est là que se définit le véritable entraînement stoïque. Tu peux sentir le tremblement dans le creux de ton estomac, l'impulsion de hausser la voix, mais tu choisis autre chose. Il ne s'agit pas de durcir le visage, ni de devenir de pierre, mais de planter les pieds, de regarder fixement l'agresseur et de tenir le moment avec un calme qui coupe la tension ambiante. Le silence devient lourd, mais ce n'est pas de la soumission, c'est une déclaration. Je ne suis pas ici pour mendier du respect, ni pour mettre aux enchères ma dignité. C'est la ligne emblématique. Celui qui résiste à la pression du moment, celui qui ne se précipite pas à répondre, démontre sa force sans recourir aux cris. Protéger la dignité n'est pas chercher l'approbation ni sortir vainqueur d'une compétition d'insultes. C'est quelque chose de bien plus sobre et bien plus coûteux. C'est décider que ta valeur n'est pas en jeu simplement parce que quelqu'un la remet en question à haute voix. Tu peux sentir le jugement dans les regards autour de toi, percevoir le murmure invisible de ceux qui attendent que tu réagisses, mais tu choisis de ne pas offrir ton énergie à ce théâtre. La dignité se transmet dans la manière dont tu maintiens le regard, dans la façon dont tu tiens ta posture, dans la respiration qui ne se brise pas même si à l'intérieur, l'adrénaline cherche une issue. Cette présence sereine, sans théâtralité, sans geste exagéré, est ce qui désarme celui qui provoque. Il n'y a pas de meilleure réponse que de montrer par des actes que tu n'es pas facile à entraîner. Tout ne mérite pas ta réaction. C'est une autre ligne emblématique. Le véritable blindage ne réside pas dans le volume de tes mots, ni dans la dureté de tes gestes, mais dans le contrôle de soi que tu choisis d'exercer quand c'est le plus difficile. Celui qui provoque attend un reflet immédiat, une explosion qui rompt l'équilibre. S'il ne l'obtient pas, il se retrouve face à un mur qu'il ne peut pas traverser. La dignité, dans ces secondes, est le seul véritable bouclier. Elle ne se manifeste pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de ne pas dire. Chaque provocation qui ne te vole pas ton calme est une victoire silencieuse. La dignité se protège dans la pratique, pas dans la théorie. Elle s'entraîne chaque fois que tu mets le corps, le geste et la parole sous le gouvernement de ton jugement, pas de l'instinct des autres. C'est cela, le respect de soi en action. 9. Renforce ta sérénité par une pratique quotidienne. La sérénité n'est pas un don tombé du ciel, elle ressemble plutôt à une corde tendue que tu traverses chaque jour au-dessus de l'abîme de la stupidité des autres. Chaque pas est un défi. Tu vacilles, tu ressens le vertige, et c'est alors que surgissent les excuses faciles que tu te répètes pour justifier chaque chute. C'est comme ça que je suis. J'ai un fort caractère. Je ne supporte pas le manque de respect. Le monde est rempli d'imbéciles. Pourquoi devrais-je me calmer? Comme il est facile de jeter l'autocontrôle par-dessus bord et de le déguiser en authenticité. Mais la vérité est crue et n'admet pas d'artifice. La sérénité se construit par une pratique quotidienne. Et si tu ne l'entraînes pas, tu deviens le jouet émotionnel de quiconque décide d'appuyer sur tes boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des discours de développement personnel, ni pour des romantismes du « sois toi-même ». Il y a de la place pour l'effort répété, pour la fatigue mentale de te corriger pour la énième fois, pour la discipline brutale de ne pas tomber dans le piège habituel. Te dérange-t-il de sentir que l'autocontrôle est un travail constant? Bien, car la véritable croissance est toujours inconfortable. La sérénité ne s'acquiert pas en lisant de belles phrases, ni en regardant des vidéos motivantes. Elle se réalise lorsque tu traverses l'inconfort de te mordre la langue, lorsque tu choisis de respirer profondément alors que ton corps tremble de rage, lorsque tu répètes encore et encore l'exercice de ne pas réagir, même si tout ton système nerveux te crie le contraire. Tu parles de dignité, mais tu la démontres dans les microsecondes où tu choisis de ne pas retourner dans la boue de ceux qui insultent. Personne ne devient serein par accident.
On devient serein parce qu'on se force à pratiquer, même quand cela ne fait pas envie, même quand l'esprit cherche des raccourcis et des excuses. C'est ce qui sépare les adultes des enfants émotionnels. Sérénité qui ne se pratique pas, sérénité qui s'oxyde. Grave-toi cette phrase. Ne te laisse pas tromper en croyant que la répétition est une faiblesse. La répétition est le seul moyen de transformer l'impulsion en discernement. Chaque fois que tu fais face à une provocation sans perdre ton calme, tu places une brique de plus dans le mur de ton autocontrôle. Si tu relâches par paresse ou que tu te justifies par fatigue, tu recules tout ce que tu as avancé. C'est inconfortable, oui, mais celui qui cherche le confort émotionnel finit par payer avec de l'humiliation tôt ou tard. Le caractère se forge dans la fatigue de résister. Tu veux du respect pour toi-même? Ne le cherche pas dans l'indulgence, cherche-le dans la discipline du quotidien. Chaque fois que tu entraînes la sérénité, même en petite dose, tu récupères une partie de toi que le monde essaie de te ravir à grands cris. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de magie. Celui qui n'entraîne pas le calme entraîne sa ruine. C'est tout. 10. Choisis toujours la maîtrise de soi, pas la réaction. La maîtrise de soi est une décision, pas un trait de personnalité. Elle n'est pas héritée ni dépendante de la chance. C'est le produit inconfortable de choisir l'autocontrôle plutôt que l'impulsion, encore et encore, même si tout ton corps demande le contraire. Lorsque tu fais face à la grossièreté en public, ton esprit s'active en mode défense. De vieilles croyances surgissent, criant que si tu ne réponds pas, tu restes à la traîne, tu es humilié, tu passes pour faible. Sans t'en rendre compte, tu deviens l'otage d'une attente invisible, celle d'être fort à travers la réaction. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre, mais avec l'image interne que tu as de toi-même. Qui es-tu quand personne ne t'applaudit pour garder ton calme? La réponse révèle de quoi tu es fait. Il y a un piège silencieux dans la réaction automatique. Elle semble te donner du pouvoir, mais en réalité, elle te le prend. Celui qui réagit se vide, car il remet son centre à la situation et laisse les émotions prendre le volant. Choisis la maîtrise de soi, celui qui a compris que ce que tu peux perdre de plus précieux dans une provocation n'est pas la discussion, mais le respect de soi. La maîtrise de soi n'est ni froideur ni indifférence. C'est la discipline de ne pas laisser les mouvements des autres dicter les tiens. Chaque fois que la colère te pousse au bord et que tu choisis de ne pas sauter, tu renforces une structure interne que personne ne voit, mais qui soutient tout le reste. Le véritable autocontrôle se cultive dans ces secondes d'inconfort, dans l'effort de ne pas déclencher la réponse facile, dans le courage de maintenir un silence inconfortable si nécessaire. L'esprit, par défaut, cherche à justifier l'éclat. Je ne pouvais pas laisser passer. Je devais me défendre. C'était juste. Mais derrière chaque justification se cache une incapacité à tolérer la tension interne que produit la provocation. La maîtrise de soi, en revanche, est d'accepter ce malaise sans anesthésie, de le laisser passer par le corps et de l'observer sans le transformer en action. La dignité se construit dans cet espace invisible où tu choisis de te contenir, même si tu sens que personne ne le remarque. Celui qui contrôle la réponse contrôle le résultat. Cette phrase est une invitation brutale à ne pas céder à la faiblesse facile de l'emportement. Tu peux tromper le monde avec une façade de force, mais ton jugement se révèle dans la qualité de tes choix sous pression. Maintenir la maîtrise de soi est un travail ingrat. C'est le muscle qui fait le plus mal à entraîner car il exige de renoncer à la gratification immédiate. Mais chaque fois que tu y parviens, tu crées une distance réelle entre ta valeur et l'opinion des autres. La réaction est esclavage, la maîtrise de soi est souveraineté. La différence entre te sentir maître de toi-même ou te sentir à la merci de n'importe quelle provocation se trouve dans cette ligne fine et rugueuse qui sépare ce que tu ressens de ce que tu fais. Personne ne peut choisir à ta place. Choisis toujours la maîtrise de soi. C'est le filtre définitif de ta maturité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu,